Bon alors bonjour à tous, bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas physiquement, je suis Pascale Mazet, secrétaire générale du SNICA Force Ouvrière, et je vous parle aujourd'hui au nom du Bureau national du SNICA. Bienvenue donc et merci. Merci pour votre présence. Je profite de cette tribune pour remercier également tous nos délégués syndicaux qui coordonnent notre action sur le territoire, ainsi que nos structures syndicales, fédérations et confédérations, qui constituent des appuis précieux. Nous sommes le 2 septembre 2021. Cette réunion est filmée et sera diffusée partout sur le territoire à partir du 9 septembre, lors des assemblées générales qui permettront, une fois cet exposé écouté, de discuter ensemble de l'actualité, des revendications et des suites que vous souhaitez donner. Comme je suis un peu bavarde, je vais m'appuyer sur un support rédigé que j'avais calibré pour ne pas dépasser 1 heure d'intervention, mais que j'ai dû rallonger, car j'ai trouvé une lettre du ministre de l'Intérieur lorsque je suis arrivée à Paris hier, dans la boîte à lettres du SNICA. Si besoin, je passerai un peu plus rapidement sur certains sujets, car 1 heure d'écoute, c'est déjà beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes à Lens, chez les Ch'tis, dans le Nord-Pas-de-Calais, au lieu des luttes ouvrières depuis le 19e siècle. C'est une des raisons de notre choix. L'un des tout premiers combats sociaux a eu lieu dans cette région, alors qu'à l'époque, la loi Le Chapelier interdisait les regroupements professionnels, les revendications collectives et les syndicats. Je le précise, même si tout le monde le sait, car il ne faut jamais perdre de vue que les ouvriers, nos ancêtres en fait, qui ont été exploités pendant des siècles, se sont soulevés à la fin du 19e pour créer des structures leur permettant de s'organiser et de se défendre, les syndicats. Leur interdiction par cette loi Le Chapelier démontre, s'il en était besoin, que le patron, les patrons et l'État savent que des salariés unis et solidaires parviennent à faire avancer leurs revendications. Nous devons beaucoup, et c'est un euphémisme, à ces travailleurs. Ils étaient pauvres, ils travaillaient beaucoup, ils étaient exploités, n'avaient pas accès aux soins, et grâce à leur détermination, à leur courage, à leur combat, nous bénéficions aujourd'hui de conquêtes précieuses comme les congés payés, l'interdiction du travail des enfants, la sécurité sociale, la retraite, la réduction du temps de travail, le repos dominical, le droit au chômage, etc. Malheureusement, les gouvernements libéraux successifs s'appliquent à saccager ces conquêtes au nom du profit et de la libre concurrence. Pour revenir à nos conquêtes et non à nos acquis, comme nous l'entendons encore trop souvent, alors que rien n'est jamais définitivement acquis, justement, il n'appartient qu'à nous de les défendre, et on peut même imaginer aller en chercher d'autres, comme nos aînés. Gardons bien en tête que le patron, et quand je dis patron, je parle aussi de l'administration qui est aujourd'hui paradoxalement gérée comme une entreprise, une start-up. Le patron n'a qu'une seule ambition, réduire le coût du travail pour augmenter le profit, détruire les droits des salariés pour développer la flexibilité, détruire toutes les institutions qui garantissent les fondements de notre République sociale. Mais au SNICA FO, nous savons que rien n'est inéluctable. Tout est affaire de choix, dans notre camp, mais également du côté de l'administration, dont les décisions ne traduisent que des choix politiques, qui ne sont toutefois pas irréversibles, car si seuls nous ne pouvons rien, ensemble, unis et organisés, nous pouvons tout. Je vais illustrer mon propos par quelques exemples liés à notre profession. Jusqu'en 1986, les inspecteurs étaient sous contrat de droit privé, et c'est l'administration qui a voulu les fonctionnariser en 1987, peu de temps donc après la création du statut général des fonctionnaires. La fonctionnarisation de notre corps démontre que les choix politiques de l'époque étaient bien différents de ceux d'aujourd'hui. Ce changement de mentalité peut également être illustré dans notre secteur par cette affiche qui date de 1976. À cette époque, l'administration parlait déjà de délai. On le voit là, je vous laisserai l'occasion de la lire ultérieurement.
Elle parlait déjà de délai, mais l'approche était totalement différente. Elle encourageait les auto-écoles et les candidats à bien se préparer avant de passer l'examen. De nos jours, elle fait des choix opposés, en s'accrochant à un indicateur délai très tendancieux qu'elle a elle-même élaboré en 2013 et qui vient appuyer ses projets destructeurs. Nous observons d'ailleurs que certains chiffres demandés par notre organisation syndicale en juillet dernier ne nous ont pas été transmis. Il existe pourtant une exigence de transparence, quand bien même ces chiffres ne conforteraient pas le discours et le diagnostic du ministère de l'Intérieur sur le service public du permis de conduire, et même une question de loyauté envers les personnels. Alors on peut toujours penser que de nos jours les choses sont très différentes de ce qu'elles étaient il y a 30 ans, que nous devons subir la situation, que nous n'avons pas le choix. C'est en tout cas précisément le raisonnement avec lequel on nous bourre le crâne. Les crises et la dette sont utilisées comme des épouvantails pour asservir. Les crises jalonnent en fait l'histoire mondiale depuis des décennies et n'ont jamais été un obstacle réel à la conquête de droits nouveaux. Lorsque les inspecteurs sont devenus fonctionnaires en 1987, il y a eu un crash boursier sur les marchés financiers au mois d'octobre, pas à cause de nous. En 1990, l'invasion du Koweït a déstabilisé les places financières. En 2001, nouveau crash boursier dit éclatement de la bulle Internet. En 2009, la crise des subprimes. Bref, ce ne sont que quelques exemples. Les crises récentes n'ont d'ailleurs pas empêché l'Espagne d'annoncer, en 2021, le recrutement de plus de 30 000 fonctionnaires supplémentaires, ni le président des États-Unis de déployer des mesures favorables aux salariés et au peuple, comme quoi, quand on veut, on peut. Le seul phénomène qui fait régresser, ce n'est ni la crise ni la dette, c'est le fatalisme. Je vais en venir maintenant aux événements qui ont émaillé l'année 2021 dans le permis de conduire, sans trop m'attarder sur ce que vous savez déjà. Je ferai aussi quelques rappels de certaines réformes antérieures pour nos collègues les plus jeunes, et parce que le passé éclaire souvent le présent et l'avenir. Mon exposé sera donc composé de 3 parties. Le constat, actualité historique, les revendications et enfin la stratégie pour aboutir. Les revendications et la stratégie, nous les définirons ensemble à l'issue des votes dans chaque région. Donc dans le premier chapitre, le constat, je vais vous parler de l'article 28 de la loi pour la croissance et l'activité, du plateau des titres professionnels, de la fraude en ETG, des recommandations de l'IGA, des conditions de travail, de la rémunération et des missions perdues depuis 2014. Alors, l'article 28 de la loi pour la croissance et l'activité. À l'exception d'un point sur lequel nous allons revenir, nous voyons que l'administration déroule progressivement l'article 28 de la loi Macron qui dit, et ça va vous parler, externalisation de toutes les épreuves théoriques du permis de conduire. Ils sont presque au bout. Externalisation de toutes les épreuves pratiques du groupe lourd. La première marche vient d'être franchie avec l'externalisation des hors-circulation des titres professionnels. Ce qui vous parle peut-être moins, et qui apparaît également dans la loi, c'est la notion de service universel. Extrait du texte. L'accès aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire est un service universel. L'expression peut sembler séduisante, mais elle cache une réalité dangereuse. À l'origine, cette notion a été introduite par l'Union européenne pour favoriser l'ouverture à la concurrence des télécommunications et de la poste, ce qui doit rappeler de mauvais souvenirs à nos collègues issus de ces 2 secteurs. En résumé, il s'agit du service de base offert à des conditions tarifaires abordables, surtout pour ceux qui peuvent se le payer, une sorte de service public à la sauce marchande qui soumet des opérateurs agréés à un ensemble d'obligations imposées par la loi. Encore faut-il que le législateur se donne les moyens de contrôler le respect de ces obligations. L'institution d'un service universel dans le permis de conduire vise donc clairement à confier l'ensemble de nos missions à des opérateurs privés. Pour le SNIC AFO, le permis de conduire n'est pas une marchandise. C'est un droit national à conduire et donc à travailler. Le permis de conduire est un bien social, indispensable, même aux plus démunis.
Le seul alinéa de cette loi dont l'administration ne tient pas compte, c'est celui qui impose de recruter. Et oui, quand le ministère de l'Intérieur demande à l'IGA en 2020 de produire un rapport pour réduire les délais d'attente que le confinement aurait fait exploser, il oublie un peu vite l'article L221-5 du Code de la route qui prévoit, je cite, « Dans l'ensemble des départements où le délai moyen entre deux présentations d'un même candidat à l'épreuve pratique du permis de conduire est supérieur à 45 jours, l'autorité administrative recourt à des agents publics ou contractuels comme examinateurs autorisés à faire passer des épreuves en nombre suffisant pour garantir que le délai n'excède pas cette durée. Avec 62 jours de délai annoncé par la DSR en 2020, le MI aurait pu et aurait dû décider de recruter. Alors pourquoi est-ce qu'il élude cette disposition essentielle de la loi ? Ne pas embaucher à hauteur des besoins, c'est créer les arguments en faveur des pro-privatisations. Charge à nous donc d'aller chercher ce recrutement inscrit dans la loi. C'est incontestablement le meilleur levier pour sauver nos missions. Nous le savons tous, le nerf de la guerre, ce sont les effectifs, le reste étant pansement sur jambes de bois. En conséquence, soit de réels problèmes existent et il faut recruter, soit ils n'existent pas et il faut quand même recruter pour que nous puissions effectuer les contrôles qui s'imposent et également pour que nos conditions de travail ne continuent pas de se dégrader, voire s'améliorent. Les variables d'ajustement en l'absence de recrutement sont, ça va vous parler aussi, l'augmentation artificielle des taux de réussite via les modifications successives des procédures d'examen ou encore par la suggestion récente dans un département en sous-effectif de réfléchir à une refonte des parcours. Sous-entendu, si on augmente le taux de réussite, on a besoin de moins d'inspecteurs. On ne dirait pas qu'on fait de la sécurité routière. La variable d'ajustement, c'est aussi l'augmentation de la production de places d'examen. La 13e unité, par exemple. Et on n'est pas à l'abri de la 14e, si on ne se bouge pas. Nous le verrons. Et c'est également la suppression de missions, les externalisations et autres privatisations. Sans effectifs supplémentaires, les inspecteurs ne feront que du B. Et être monotâche rend neurasthénique et expose aux risques psychosociaux. Les effectifs s'imposent aussi chez les délégués pour assurer le pilotage des BER, leur quotidien étant clairement trop lourd à gérer. Des millions d'euros sont dépensés pour les radars automatiques qui génèrent du profit ou pour la com de la délégation à la sécurité routière. Mais on nous refuse une poignée d'effectifs supplémentaires qui permettrait de conserver un niveau d'exigence en adéquation avec les impératifs de sécurité routière, ce qui semble bien paradoxal. Le deuxième point, c'est le plateau des titres pro. Alors sans m'étendre sur ce sujet, je rappellerai que nous avons été tous mis au pied du mur. Et je dis bien tous, parce que concernés ou pas par le poids lourd et par les titres pro, chaque mission supprimée fragilise l'ensemble de la filière. Que je fasse du poids lourd ou pas, je ne dois jamais oublier qu'il fait partie du socle de nos missions et de nos compétences. En fait, c'est le principe qui est à considérer. Hier le TG, aujourd'hui le plateau des titres pro, demain tout le poids lourd, et après-demain la moto, etc. Gardons en tête que le patron teste le degré d'acceptation des salariés face au recul. Tout est rapport de force dans notre société, et c'est ça qui détermine le sens de l'histoire. Si une mesure passe sans que personne ne sourcille, il va un peu plus loin. Et à ce titre, on ne peut absolument pas s'en désintéresser. Il ne faut d'ailleurs pas croire que les choix de l'administration sont le fruit du hasard. Nous connaissons ces méthodes, défaire les fonctionnaires de leur mission, en commençant toujours par celles qui sont le moins appréciées ou le moins pratiquées, pour mieux faire passer la pilule, puis faire ensuite tomber l'édifice, une fois qu'il est fragilisé. D'ailleurs, si ces missions ne sont pas appréciées, c'est déjà que l'administration prend en amont des mesures pour en dégoûter les agents. Procédure vide de sens par exemple, cadence inadaptée, etc. Tout ça s'inscrit dans une stratégie globale. On se bat difficilement pour garder ce qu'on n'aime pas. Sauf qu'à ce jeu-là, on finit par se retrouver à poil.
Souvenons-nous des arguments du ministre Cazeneuve en 2014 au sujet de l'ETG. Retirer les inspecteurs de l'ETG où leurs compétences n'apportent pas de plus-value, soi-disant. Pour les recentrer sur leur cœur de métier, l'évaluation de l'examen pratique. On nous brosse dans le sens du poil, on nous dit que la mesure va permettre de sauver le reste, et au final, pas moins de 17 missions nous ont été confisquées en seulement 6 ans. Oui, 17 missions. J'y reviendrai. Le troisième point d'actualité, c'est la fraude en ETG. Dès l'annonce de la privatisation de l'ETG, le SNIC-AFO a placé les inspecteurs et délégués au centre du dispositif de contrôle qui s'imposait et qu'il fallait construire. Je rappelle que le contrôle est l'une de nos missions statutaires, donc également une mission à défendre, car ne pas exercer une mission statutaire, ça ébranle le statut dans son ensemble et ça relativise sa pertinence, donc ça incite l'administration à vouloir rouvrir le texte avec tous les dangers que ça comporte. Pour revenir au contrôle des organismes agréés, l'administration a validé nos propositions et installé un groupe de travail, mais elle n'a jamais déployé les moyens juridiques et humains nécessaires. Résultat, les inspecteurs et délégués, fonctionnaires d'État sous statut, sont actuellement bien plus contrôlés que les entreprises privées en charge de l'ETG. Et puisqu'elles ne sont pas contrôlées, nous voilà face à une fraude massive qui, de surcroît, a des répercussions non négligeables sur notre activité. Marchandisation du permis de conduire dans l'inconscient collectif, agressivité des candidats qui n'admettent pas d'être excusés ou ajournés, retombées sur les tâches administratives avec des contrôles poussés pour certaines attestations ETG, baisse du niveau des candidats en matière de réglementation, et comble de la réforme, augmentation du coût du permis pour les candidats, contraints désormais d'apprendre les règles du code de la route en leçon de conduite, donc au tarif d'une leçon individuelle, quand les forfaits codes illimités permettaient de se préparer efficacement. Je rappelle que le taux de réussite à l'ETG dans le public était supérieur à 70% et qu'il est tombé à 50% dans les organismes agréés, malgré les fraudes massives. En ne se donnant pas les moyens de lutter contre la fraude, le ministère de l'Intérieur prend le risque que les médias s'emparent du sujet et le thème est explosif vu l'ampleur du phénomène. Notre quatrième point sera les recommandations de l'IGA, l'Inspection Générale de l'Administration. Parmi les 10 recommandations, une seule emporte l'adhésion du SNIC-AFO. Pour nous, les 9 autres n'apporteraient rien de positif, pas même la 5 qui évoque du recrutement, mais pour 2 ans. Je vais les citer. Examen supplémentaire, pansement sur une jambe de bois. Recourir aux adjoints et délégués pour faire des examens. C'est déjà le cas partout où c'est possible. Profiter de la saisonnalité des permis, programmer moins de motos en hiver, ça se fait déjà partout où ça se justifie. Concentrer les examens B sur les centres principaux, ce serait la fin de la diversité de nos missions et du service public de proximité. Recruter des examinateurs, mais pour 2 ans. Remplacer la péréquation nationale, à cause de son coût, par une entraide régionale, déjà fait et très discutable. On peut prendre l'exemple de l'Île-de-France, on ne voit pas très bien comment un département peut en renforcer un autre, puisqu'ils sont tous en difficulté. Disposer d'une réserve pérenne sur le territoire pour faire face à des pics d'activité. Retraités, inspecteurs ou délégués, et gendarmes réservistes. La pression est constante, donc pour le SNICA, il faut des emplois pérennes, y compris d'ailleurs pour pouvoir effectuer les missions de contrôle qui sont très peu pratiquées actuellement. Externaliser les plateaux TP, c'est fait. Statuer sur le maintien des ETG, résiduels ils disent, centre de détention, titre pro, situation de handicap, non maîtrise de la langue française, ce qui signifie encore la privatisation de missions, et vous comprenez donc pourquoi aucune de ces 9 recommandations ne présente d'intérêt à nos yeux. La seule qui a du sens, c'est celle consistant à accélérer le déploiement d'un système permettant de donner une visibilité sur la demande réelle en place d'examen. Nous ne pouvons en effet que valider l'idée d'un dispositif qui traduirait la réalité des besoins et qui, en dehors de son intérêt évident, démontre que la DSR poursuit ses réformes au fil de l'eau depuis des années sans aucun fondement statistique sérieux.
Le 5e point, donc, j'ai dit que ça serait les conditions de travail. APEP, l'appli qui déraille en permanence. Vous la subissez tellement au quotidien que je ne vais pas détailler. Sinon, pour vous dire qu'avec Rendez-vous Permis, de nouveaux problèmes sont au rendez-vous. Rendez-vous Permis, actuellement, il y a toute l'Occitanie qui est passée, 4 départements de la Nouvelle-Aquitaine, les Landes, le Lot-et-Garonne, la Gironde, les Pyrénées-Atlantiques. Et la deuxième vague du déploiement concernera à partir de ce mois de septembre toute la région PACA. Selon le dernier sondage de Permis Mag, 75% des auto-écoles sont mécontentes de Rendez-vous Permis. 15% se déclarent neutres et moins de 10% se disent satisfaites, ce qui corrobore les avis récoltés par nos délégués syndicaux sur le terrain auprès des enseignants et exploitants. Côté IPCSR, pas mieux. Les principaux problèmes de Rendez-vous Permis sont en lien avec APEP, mais il est difficile de savoir quelle est l'application qui est responsable. La liste des candidats reçus par mail la veille, celle à prendre en compte donc, ne correspond pas toujours à la liste des candidats dans APEP. Dans ce cas, il faut modifier les candidats dans APEP, ce qui peut bloquer aléatoirement les remontées de CEPC, voire transformer certains dossiers en irrecevables. Plus on fait de modifs dans la liste APEP, plus il y a de bugs. Plus il y a de bugs, plus il faut faire de CEPC papier. Les auto-écoles et les candidats ne sont pas dans l'ordre chronologique, ce qui nécessite de les chercher un par un dans la liste de la journée et qui est bien entendu une source d'erreur ou un risque d'erreur. Nos plannings doivent être consultés sur Orige et les changements sont fréquents, donc les consultations aussi. Lorsqu'on est en congé, il est nécessaire de faire fonctionner APEP quelques jours avant la reprise. Il ne faut pas être parti trop loin. De façon à ce qu'elle se mette à jour et importe la liste des candidats. Les horaires de convocation ne correspondent pas aux durées des examens. Il est prévu 30 minutes en B, 10 minutes en moto, donc décalage des sessions. Vu que les auto-écoles arrivent rarement à regrouper leurs places, nous avons souvent de l'épicerie, ce qui génère plus de pertes de temps, plus de stress, plus de changements de véhicules. Et c'est l'occasion de vous rappeler que les troubles musculo-squelettiques sont intimement liés au temps passé dans un véhicule, mais surtout au nombre de fois où on monte et on descend. Les auto-écoles des départements limitrophes sous Rendez-vous Permis peuvent prendre des places après un délai de publication local de 72 heures. Là encore, des déplacements de véhicules écoles sur des longues distances au mépris de l'écologie, de la proximité du service public, du respect des usagers. Et cerise sur le gâteau, alors qu'il y avait 16 créneaux horaires disponibles lors de l'expérimentation de Rendez-vous Permis, ce qui était déjà inquiétant, il y en a à présent 22, par tranche de 30 minutes, de 7h à 18h, sans interruption. Ils sont programmables en fonction des choix locaux, ce qui me donne l'occasion de vous alerter sur ces aménagements locaux sporadiques qui peuvent sembler très intéressants individuellement à l'instant T, mais qui sont en réalité très dangereux pour nos textes cadres. Nous pourrions le regretter amèrement. Les créneaux 7h-18h sans interruption dans Rendez-vous Permis, c'est la flexibilité qui nous guette. Et elle ne sera pas adaptée à nos contraintes et nos choix individuels, mais à ceux des auto-écoles qui feront pression sur les préfets. Enfin, un point important à relever et à garder en tête, le poids lourd n'a pas été intégré à Rendez-vous Permis. Rapprochez ce fait qui pourrait sembler anodin de l'alinéa de la loi de 2015 qui évoque la privatisation totale du poids lourd et de la question posée par l'IGA aux collègues sur le terrain en 2020, pensez-vous que les inspecteurs apportent une plus-value en plateau poids lourd ? Ça devient une affaire extrêmement préoccupante. On va parler un petit peu aussi du risque de la 14e unité, puisque je l'ai évoqué. L'insistance de l'administration sur le gain supposé pour les inspecteurs ne laisse aucune place au doute. Rendez-vous Permis sera l'argument phare de l'administration pour annoncer que le travail administratif est quasiment réduit à néant, ce qui est faux, et qu'on peut désormais faire 14 unités ou plus. Suppression des vérifs, ne jamais accepter. Adaptation de nos plannings, ne jamais accepter. Plus de 13 unités, même en examen sup, ne jamais accepter. Le nombre d'unités n'est pas simplement une question de temps de travail, c'est avant tout un problème de charge mentale. L'évaluation d'un candidat représente une charge de travail très importante, à laquelle s'ajoute le reste, la sécurité, etc. Le nombre d'évaluations quotidiennes est donc, au-delà du temps de travail, un élément qu'il est indispensable de prendre en compte. Nos conditions de travail doivent faire partie de la réflexion, y compris bien sûr au sein de l'administration. Nous ne sommes pas des robots.
Nous sommes des êtres humains, confinés et attachés à longueur d'année dans des espaces extrêmement restreints et plus ou moins propres, dans lesquels nous devons jongler avec nos sacoches, nos tablettes, nos documents, dans lesquels nous bousillons nos chaussures et nos vêtements, sous la surveillance permanente des enseignants qui croient savoir ce que c'est de faire passer un permis de conduire, pour certains en tout cas, sous le regard pesant de candidats stressés, notamment à cause des problèmes de délai ressassés par des médias qui ne connaissent pas le sujet. Avec le bilan de compétences, nous enchaînons des évaluations qui demandent une activité intellectuelle soutenue, à laquelle s'ajoute la sécurité à assurer en permanence et la création de conditions psychologiques favorables aux candidats, ce qui n'est possible que si les nôtres ont été prises en compte. Le tout sans interruption ou presque, et le plus souvent sans même avoir accès à un point d'eau pour une hygiène élémentaire, sans disposer de toilettes ni de salle pour prendre un petit café et se détendre un peu pendant cette misérable pause de 10 minutes que beaucoup d'entre nous ne s'accordent même pas pour ne pas être en retard sur les horaires de convocation. Nous sommes contraints de supporter toutes les conditions climatiques, y compris les plus extrêmes, qu'il s'agisse du vent, de la pluie, du froid, de la chaleur, et même de se fournir en vêtements pour y faire face, souvent à nos frais car il est encore difficile d'obtenir des équipements adaptés. La liste n'est pas exhaustive. Je pourrais continuer, mais vous savez tout ça évidemment. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'administration se doit de prendre en compte ces conditions particulières d'exercice de nos missions. Elle ne peut pas nous traiter comme des employés de bureau. Les textes qui régissent notre activité doivent intégrer cette dimension particulière à nos missions, et notre régime indemnitaire aussi. Le point numéro 6, maintenant, la rémunération. Alors, d'abord, le point d'indice. Le point d'indice, c'est ce qui permet donc de calculer nos traitements, nos salaires. Il est gelé depuis le début du quinquennat. Cette situation est totalement inédite. Et cette perte de pouvoir d'achat pénalise encore plus fortement les bas salaires. Il ne faut pas, en outre, perdre de vue que par voie de conséquence, nos pensions de retraite seront également affaiblies. Pour 2002, il est demandé au ministère de retenir l'hypothèse d'une valeur stable du point d'indice. C'est mauvais signe. Je parle un petit peu des frais de déplacement. Il ne s'agit pas à proprement parler de rémunération, mais je veux l'évoquer ici car nous mettons nos véhicules à disposition de l'administration à longueur d'année et comme les taux de remboursement sont très inférieurs au coût réel de nos véhicules, nous perdons de l'argent et cela réduit donc notre pouvoir d'achat. C'est une raison supplémentaire pour aller chercher du régime indemnitaire pérenne. Les primes, enfin. Je ne l'ai pas dit, mais sur le point d'indice, les syndicats nationaux n'interviennent pas. En revanche, nous pouvons agir sur les primes. Pour rappel, notre prime, le RIFSEP, se compose d'une part fixe, l'IFSE, qui nous suit toute notre carrière et qui ne peut qu'augmenter, et d'une part variable, le CIA, qui est servi en fin d'année et qui est modulable. Alors l'IFSE, elle augmente quand on est muté et quand on change de grade dans certains cas, et fait aussi l'objet d'une clause de révision. Pour ceux dont l'IFSE n'a pas changé durant la période, normalement tous les 4 ans, mais qui intervient tous les 3 ans pour les inspecteurs et délégués, suite à la grève initiée par le SNICA en mars 2016. C'est tous ensemble que nous avons gagné ça. Comme quoi, là encore, dès qu'il y a avancé, ce n'est pas le fruit du hasard. Mais attention, la clause de révision impose un réexamen et non une revalorisation automatique. C'est donc encore une fois à la tête du client. Et comme au SNICA, nous sommes favorables non seulement aux augmentations, mais aussi à l'égalité de traitement, nous vous proposons d'aller chercher une augmentation substantielle et pérenne pour tous les agents de la filière. Nous y reviendrons dans le chapitre revendications. Le CIA, j'allais l'oublier. La nouvelle est tombée au mois d'août. Pas d'augmentation pour les inspecteurs et délégués en 2021. Le montant moyen restera donc à 410 € pour les inspecteurs et 440 pour les délégués. Il peut être modulé si l'agent n'a pas été jugé suffisamment méritant. Et le principe de l'enveloppe fermée implique qu'une modulation au-dessus de la moyenne pour un agent entraîne une modulation inférieure à la moyenne pour un autre. En somme, comment diviser pour mieux régner ? Je vous le dis sans détour, si nous voulons revaloriser notre pouvoir d'achat, ce n'est pas sur la gratitude du ministère de l'Intérieur qu'il faut compter, mais sur nous-mêmes. Alors, les missions perdues depuis 2014. Vous allez voir qu'il vaut mieux être assis. Les suivis d'enseignement qu'on nous a sucrés en juillet 2014. Nos missions d'information, on allait dans les collèges et les lycées, les administrations.
qui nous ont été confisqués progressivement à partir de 2014. L'épreuve théorique des diplômes professionnels de l'éducation nationale en décembre 2015. Les épreuves pratiques des diplômes professionnels plateau et circuit en décembre 2016. L'ETG, confié aux organismes agréés à partir d'avril 2016. La fin de notre participation au jury du diplôme d'enseignant de la conduite. Le permis A, délivré après 2 ans de A2 et une simple formation en auto-école depuis juin 2016. La privatisation des régularisations pour raisons non médicales en janvier 2017. La fin de notre participation aux examens taxi en avril 2017. Et l'externalisation des titres professionnels à partir du 1er septembre 2021. Mais ce n'est pas tout, car il y a aussi des missions qui ont été directement confiées au privé. La passerelle 125 pour les titulaires d'un permis B en 2011, le B 96, 2013, le permis AM, les tricycles, le TM et un dispositif équivalent est annoncé pour 2021-2022 en poids lourd, le SNU, Service National Universel, et suggéré par l'IGA début 2021, les ETG résiduels non francophones, centres de détention, etc. Ça donne le vertige, j'ai trouvé. C'est pourquoi au SNICA FO, on s'est dit qu'il fallait absolument discuter de tout ça avec vous, en un seul bloc, pour une vision globale sur notre avenir. Ne serait-il pas temps de dire stop, de mettre fin à l'hémorragie? Ne serait-il pas temps d'exiger la reconnaissance qui nous est due, de montrer clairement que nous n'entendons pas laisser faire? Permis de conduire, interdit de détruire. C'est notre dernier slogan. Alors, chapitre 2, les revendications. Nous allons voir ensemble maintenant les revendications qui ont été posées lors du préavis actuellement en cours et celles que vous souhaitez retenir prioritairement. Tout au long de l'été, nous avons publié notre analyse, point par point, du relevé de conclusions qui est ressorti de l'audience qui s'est tenue dans le cadre du préavis de grève. Elle a eu lieu le 29 juin. Rédigé par la sous-direction ERPC, Éducation routière et permis de conduire, et non signé, ce document se caractérise par sa vacuité, tant sur le fond que sur la forme. Il s'agit en l'occurrence du rappel de l'existant, de mesures que nous connaissons déjà et que nous jugeons au mieux insuffisantes, au pire inadaptées, de propos qui visent à dédouaner la centrale de ses responsabilités, ou encore de promesses sur des groupes de travail à l'issue incertaine et dont les conclusions arriveraient à un horizon inatteignable. Je vous parlais tout à l'heure de la lettre du ministre trouvée hier dans la boîte à lettres du SNICA. Donc je vais détailler un petit peu cette information toute fraîche. Nous avons envoyé un courrier au ministre de l'Intérieur le 18 août dernier pour rappeler nos revendications, indiquer que le relevé de conclusion de l'audience de grève n'apportait rien de nouveau et proposer une rencontre avec ses services pour étirer jusqu'au bout les possibilités du dialogue social, car c'est aussi de la responsabilité d'un syndicat de le faire. La grève est l'arme ultime à utiliser à bon escient et quand le dialogue est totalement rompu. En réponse, le ministre nous assure de son attachement profond au dialogue social et indique que nous serons reçus prochainement par la DSR et la DRH pour faire un point d'étape sur nos revendications. Ça ne laisse évidemment pas préjuger de ce qui ressortira de cette réunion, mais notons toutefois que le ministre Darmanin a pris la peine de répondre à un syndicat national et qu'il se dit ouvert au dialogue, le tout sans que la grève ait réellement commencé. C'est la démonstration qu'il ne faut jamais aller trop vite, qu'il faut pousser à leur maximum les engagements que l'on peut obtenir en amont de tout mouvement, et qu'il faut prendre le temps de bien vous informer et de construire avec vous le cahier de revendications et la stratégie qui vous convient le mieux. On ne se voit pas si souvent que ça, c'est pas comme quand on est dans des bureaux ou à l'usine. Le tout, bien sûr, en vous faisant part de notre vision, c'est aussi notre rôle, mais sans brusquer ni précipiter, et surtout en vous laissant, in fine, la décision. C'est la raison pour laquelle je vous invite à nourrir des discussions constructives entre vous, à créer une dynamique sur le terrain propice à une victoire. Ce qui compte, ce n'est pas le moment précis où commencera la grève, bien qu'il y ait des fenêtres de tir plus favorables, comme c'est le cas en ce moment avec l'élection présidentielle qui approche à grands pas. Et ce qui est carrément déterminant, c'est bien entendu que la grève soit bien suivie et soit visible.
on ne fera pas de grève à attendre sagement dans notre canapé que l'administration veuille bien nous répondre. Nous vous proposons d'aller d'emblée sur une grève médiatisée. Si les médias ne sont pas au rendez-vous, nous utiliserons les réseaux sociaux. Des piquets de grève, voire des rassemblements qui peuvent être envisagés par centre d'examen, mais aussi devant les préfectures de départements ou de régions, voire organiser un rassemblement national à Paris ou ailleurs. Vous verrez que nos propositions prennent en compte ce temps indispensable à nos yeux pour bâtir une grève réussie. Pour l'heure, nous vous proposons de partir du principe que lors de la réunion acceptée par le ministre, l'administration n'ira pas plus loin que ce qu'elle a déjà proposé en juin et que le ministre rappelle dans son courrier. Si des avancées venaient à être actées, nous serons toujours à temps de reconsidérer les choses en fonction de l'intérêt des engagements pris. Mieux vaut prévoir le pire et assouplir que d'être trop optimiste et du coup mal organisé. Entrons dans le vif du sujet de ce chapitre, les revendications. Nous vous proposons de les classer par ordre d'importance à vos yeux. Nous retiendrons les 3 qui arriveront en tête, car un cahier de revendications ne doit pas être fourre-tout. Nous devons savoir ce que nous voulons prioritairement et nous devons nous donner les moyens de l'obtenir. Il ne s'agit pas de diluer le primordial dans des solutions plus accessoires. De notre point de vue, mais vous ferez votre propre idée puisque nous vous laisserons du temps pour ça, le plus important ce sont les effectifs pour sauver nos missions. Le régime indemnitaire, puisque nous travaillons pour assurer notre subsistance et que le pouvoir d'achat des fonctionnaires est en berne. Et les tablettes, puisque notre rôle, c'est aussi d'œuvrer pour améliorer les conditions de travail et qu'il s'agit là de l'outil qui peut fluidifier notre quotidien ou, comme aujourd'hui, le compliquer sévèrement. Vous recevrez donc un questionnaire qui vous permettra d'effectuer votre propre classement. Les revendications qui apparaîtront dans ce questionnaire sont bien sûr celles qui ont été mises en avant lors des discussions du mois de juin et qui sont listées dans le préavis de grève en cours, que vous pouvez trouver sur notre site, comme vous le savez sans doute. Alors, 3e chapitre, la stratégie. On passe à l'action pour se faire entendre, quand, comment, quelle durée. En préambule de ces choix, évoquons d'abord la question du vote majoritaire. Ce n'est pas nécessairement la formule idéale. Celle consistant à débattre jusqu'à ce qu'une solution emporte l'adhésion de chacun serait meilleure. Mais nous sommes 1500 collègues, qui plus est répartis sur le territoire. Nous n'avons pas d'autre solution que de prendre en compte l'avis majoritaire, c'est la démocratie. Toutefois, et si ça va sans dire, ça va mieux toujours en le disant, ce n'est pas parce que mon choix n'est pas retenu que je dois me dédouaner du combat. Je peux prendre par exemple ma position. Une revendication votée est une revendication que je défendrai bec et ongle devant l'administration, même si ce n'est pas celle pour laquelle j'ai opté. J'ai mon propre avis sur ce qu'il faudrait faire actuellement, mais ce que je ferai, c'est vous donner les moyens de mettre en œuvre ce que la majorité d'entre vous aura décidé. Comme vous le savez, ce n'est pas l'addition de logos qui fait la réussite d'une grève, mais le nombre de grévistes et leur résistance sur la durée. Compte tenu de la façon de procéder des instances de l'UNSA, qui n'a toujours pas intégré que ce n'est pas le SNICA l'ennemi, on n'a pas spontanément envie de contacter son secrétaire général, a fortiori parce que cette main tendue n'a rien apporté aux inspecteurs et délégués, les quelques fois où cette organisation nous a emboîté le pas. Et c'est même pire, dans la mesure où son objectif premier consiste à tenter de tirer son épingle du jeu, par souci de l'appareil, comme on dit, et en définitive au détriment des agents et de leur avenir. Nous l'avons encore vu en juin dernier. Pour le SNICA-FO, ce sont les intérêts de la filière qui comptent, et eux seuls. Nous sommes d'ailleurs parfaitement raccord sur ce point avec la CGT, qui est représentative chez les délégués, et avec qui nous avons des échanges cordiaux, constructifs et respectueux. Nous les informerons de vos choix et de vos votes et verrons avec eux ce qu'ils entendent faire. Pour ce qui est de l'UNSA, nous donnerons une fois encore une chance au dialogue, et l'attitude de leur secrétaire général durant cette séquence déterminera la nôtre pour les fois suivantes. Venons-en maintenant à la stratégie proprement dite. Nous partons du principe que la situation nécessite une mobilisation et excluons donc d'emblée l'éventualité d'un vote pour ou contre la grève, qu'on a déjà fait en juin d'ailleurs au final. Les collègues qui répondront à notre questionnaire seront donc ceux qui estiment nécessaire de se battre pour améliorer leur sort. Au sujet des dates proposées, nous avons fait un choix raisonné, d'une part pour laisser du temps à la discussion sur le terrain,
et d'autre part pour tenir compte de l'agenda du SNICA et aussi de l'administration, puisqu'on doit aller à cette fameuse réunion acceptée par le ministre. La commission exécutive du SNICA se réunira la semaine du 4 octobre, donc juste après la fin des RIS de septembre, qui seront le prolongement des discussions engagées lors de cette AG. Pendant cette commission exécutive, nous préparerons avec vos délégués syndicaux les actions à mener au plan régional ou national. Ces travaux vous seront exposés par les délégués syndicaux à leur retour sur le terrain la semaine du 11 octobre et vous pourrez les finaliser avec eux. C'est donc le 18 octobre au plus tôt que nous pourrons nous lancer, tous ensemble et bien préparés. Ainsi, nos propositions sont une grève de 24 heures le 18 octobre en guise de coup de semonce, puis une grève plus longue ultérieurement, entre fin octobre et 2022 au plus tard. Ou une grève de 5 jours à partir du 18 octobre, ou une grève illimitée à partir du 18 octobre. Pensons tous à se respecter mutuellement, n'ayons pas l'impression que notre propre avis est le seul qui vaille. Souvenons-nous que la chose qui compte, c'est la solidarité, c'est l'esprit de corps. La division est mortifère. Alors en conclusion, je voudrais vous dire que le droit de grève n'a pas toujours existé, tout le monde le sait, il a été gagné de haute lutte. Ceux qui n'en disposaient pas ont fait beaucoup de sacrifices pour le gagner, certains sont même morts, alors on ne peut pas déconner avec ça. Il faut de la décence, de l'humilité, et il faut réaliser la chance qu'on a de pouvoir l'utiliser. Comme tous les droits, il ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Je le rappelle, le SNICA-FO n'est pas un directeur de conscience. Le SNICA, c'est l'outil à disposition des inspecteurs et délégués qui souhaitent participer à la construction des revendications de la filière permis de conduire et sécurité routière et aux stratégies pour les faire aboutir. Nous mettons à votre disposition notre expérience et nos analyses. Nous sommes là pour vous informer des projets et actes de l'administration, pour participer aux réunions et vous rendre compte de leur contenu, et enfin pour prendre avec vous les décisions les plus adaptées en fonction des circonstances. Votre présence ici démontre votre conscience de la nécessité de s'informer et de s'investir pour son avenir. C'est la raison pour laquelle je vous remercie d'être là en ouverture de cette réunion. Certes, le bilan dressé n'est pas enthousiasmant, mais ce qu'il est, en revanche, c'est de pouvoir se défendre, c'est d'avoir la capacité de ne pas subir, de contrer collectivement les projets néfastes. La déconcentration du service des examens du permis de conduire a été retardée de 12 ans grâce à l'opposition des inspecteurs et délégués. Et elle a de surcroît été seulement partielle grâce à la grève de 2002. Nous sommes en service déconcentré, mais la gestion de nos corps est restée nationale. Cette grève de 2002, c'est aussi celle qui a permis de négocier la circulaire du 25 mars 2003, dont j'aurais aimé parler plus longuement aujourd'hui, mais ce n'est que partie remise. Et aussi de déroger à des textes de portée générale qui sont moins favorables. Et c'est aussi cette grève qui a permis de quasiment doubler notre régime indemnitaire en 5 ans. On est passé de 1 600 € en 2002 à 3 100 en 2007. Les augmentations suivantes ont aussi été obtenues par la grève, mais là, il y a eu un engagement sur plusieurs années. Elle a par ailleurs eu l'avantage non négligeable d'aboutir à une écoute beaucoup plus attentive de l'administration pendant presque 10 ans. Et ce n'est vraiment pas à négliger. Il est indispensable d'être craint, car les plus faibles sont toujours les premières cibles. Comme je le disais en intro, le monde de la mine et celui des industries n'étaient pas prêts à déserter la lutte. Ils nous ont ouvert la voie parce qu'ils ont compris l'impérieuse nécessité d'être unis et organisés pour s'opposer et se faire entendre, et de se montrer pour ne pas perdre en efficacité. Les grèves qui s'apparentent à des congés sans solde durent plus longtemps que celles où l'on organise des rassemblements, des piquets de grève, des interviews avec les médias, etc. C'est pourquoi, tous ensemble, nous descendrons dans la rue. Souvenons-nous tous que rien n'est inéluctable et que le pouvoir d'infléchir l'histoire appartient à ceux qui savent se faire entendre. Merci pour votre attention. Merci.